maintenant. Ouais. Et normalement, là, on est en direct. Ok, alors attends, je vais recharger la page, comme ça. Je sais même pas trop comment y assister, parce que pour l'instant, j'ai vu que des enregistrements. Ouais, non, j'espère que normalement, tu peux y accéder si tu... Vidéo live, si. Ah, bah super. En direct. Je suis sur 2 connexions différentes, parce que j'avais peur que ça crame un peu autrement. Ok, je vois le power... Enfin, je vois une présentation. Ouais, ça c'est ma scène d'attente, et je vais basculer sur nous deux dans 3 minutes, où tu vas voir qu'en fait, comment c'est conçu. On a nos 2 têtes en bas, donc les 2 flux vidéo, et tu vas voir, il y a un titre en haut qui est celui-là, et après il y a les titres qui défilent au-dessus. Ok. Bon, je vois que ma connexion pour le live, enfin, pour ce que je vois, elle est moyenne, mais heureusement avec le téléphone j'ai autre chose, donc ça devrait tenir. Moi aussi je suis passé sur pixels, alors que c'est une image fixe, c'est un peu inquiétant. Ouais. Ah, Sylvain nous voit. Comment ça se fait qu'il nous voit? Je sais pas, c'est bizarre. Bah, j'imagine qu'il voit le live, mais... Ok, parce que moi je vois pas... Non, normalement on n'est pas censé voir la vidéo. Et est-ce qu'on voit s'il y a des gens qui nous suivent, enfin qui sont connectés ou pas? Ouais, pour l'instant. Peut-être que tu le vois quand tu es sur l'affiche, enfin, sur l'écran du live, il y a marqué en direct, et il y a un œil et 2... Ah ouais, 3, ouais, ok. 2 ou 3, voilà. Ah, donc par contre on nous entend, l'audio est live, et ok, on va essayer de pas raconter trop de bêtises. Et la vidéo est pas live encore. Ceux qui sont arrivés, qui ne sont pas l'équipe des pionniers, bienvenue. On attend 2 petites minutes avant de lancer le live. Donc voilà, encore un petit peu de patience. Oui, on est encore en comité restreint, je pense. Ouais, je crois. Mais on a quand même déjà 5 personnes. Bah, ça doit être des membres des pionniers, notamment. J'ai un copain qui est en ligne aussi. Sylvain nous fait des blagues dans le chat. Ça commence bien. Alors, ça monte. 6 personnes. Ouais. J'entends un peu de vent dans ton micro. Est-ce qu'il y a du vent au thé, Damien ? Il y a un peu de vent, je te le cache pas. Je vais essayer. C'est assez variable. Là, normalement, ça devrait être mieux. Oui, on n'a pas de son, mais c'est assez c'est sporadique. Ouais. Pour l'instant, on t'entend très bien. De toute façon, je te dis si jamais il y a un souci. Ouais, j'essaierai de cacher comme ça. Ça roule. Écoute, je te propose qu'on passe en live maintenant. Allez. On devrait avoir l'affichage dans un moment. De voir. Alors. Et voilà, ça y est, je te vois. On est en live. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Ça fait très plaisir de vous avoir. Déjà 7 personnes, je vois, sur le live. Comme vous savez sûrement si vous êtes là, on va avoir une discussion avec Damien de Boom Forest qui est là. Bonjour Damien. Bonjour à tous. Damien, donc, qui est un des cofondateurs de l'asso Boom Forest. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton asso pour ceux qui ne connaissent pas ? Ouais, tout à fait. Alors, Boom Forest, c'est une association qui plante des forêts Miyawaki citoyennes, avec la méthode Miyawaki, qui est née d'une initiative postée sur le budget participatif de la ville de Paris, et qui a planté pour l'instant surtout des forêts sur le bord du boulevard périphérique, tout autour de le premier au bord de Montreuil. En 2018 et un autre projet plus récent au bord de la Porte des Lilas à l'automne 2019 où là voilà toujours en partenariat avec la ville de Paris et l'aide bien sûr de citoyens bénévoles qui viennent à la fois planter et puis nous aider sur la vie de l'asso le reste de l'année.
Damien, on me fait signe qu'apparemment il y a de l'écho dans ton audio. Est-ce que tu aurais la possibilité de couper si tu as ton téléphone par exemple qui diffuse le live et qui est en haut-parleur? Ouais, alors normalement il est pas en haut-parleur. J'ai coupé le son aussi sur l'ordi. Est-ce que c'est mieux à ce niveau-là? Alors je pense qu'on va avoir un petit peu de délai sur le retour à ce niveau-là, mais on va avoir l'info. Alors, en tout cas, on va continuer comme ça. Effectivement, ouais, du coup, le dernier projet mené par Boom Forest, c'était la plantation par Delia, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ouais, j'ai eu l'occasion d'aller participer à ce très chouette projet. Puis il y avait du coup d'autres projets qui étaient prévus pour là. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que on a commencé vraiment dans le cadre assez structuré du budget participatif. Et puis petit à petit, l'initiative, à force de parler de la méthode, on a pu semer un petit peu l'initiative avec d'autres acteurs. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de cette diversité de possibilités au cours de la séance. Mais aussi bien des acteurs privés que des acteurs publics, et pas forcément la ville de Paris, mais toujours aussi avec la ville de Paris qui nous soutient. Tout à fait. Est-ce que c'est mieux au niveau du son là? C'est ce que je suis en train de voir. Désolé, on est encore sur les 2 petites minutes d'adaptation. Apparemment, on a toujours un peu d'écho. Est-ce que tu vois d'où ça peut venir le problème ou pas? Pas vraiment. Alors attends, je vais essayer de... Connecter le micro. Voilà. Normalement, il n'y a pas de sortie du côté de mon ordi, donc je ne sais pas trop d'où ça pourrait venir d'autre. Alors, je regarde de mon côté si j'ai quelque chose qui est doublé dans l'audio. Ouais, parce que mon ordi est en muet, donc normalement. Je regarde, désolé pour l'attente. Alors n'hésitez pas à poser vos questions et remarques justement à ce niveau-là dans les commentaires du live. En attendant. J'ai coupé une source audio, il est possible que ça ait changé. Et qu'on n'ait plus de doublons. On va voir le retour. En attendant, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vois qu'on est à peu près à 10 personnes sur le live. On a aujourd'hui une discussion avec Damien sur comment organiser une plantation d'arbres citoyennes. L'objectif, c'est de se dire, puisqu'on est confiné et que les projets de plantation qu'on avait avec les pionniers et que vous aviez avec Boom Forest ont été reportés du fait du confinement, qu'est-ce qu'on peut faire en attendant d'être déconfiné? Comment est-ce qu'on peut déjà préparer un petit peu l'après-confinement, l'après-blocage de tous les projets? Et l'idée, c'était de dire, ok, on va échanger un petit peu sur les méthodes qu'on utilise à la fois les pionniers, à la fois Boom Forest, pour organiser des plantations d'arbres citoyennes sans avoir de formation particulière sur le domaine, puisque ni vous ni nous sommes botanistes ou n'avons suivi de formation particulière sur le sujet. L'idée, c'est pas d'expliquer comment faire et c'est l'unique façon, c'est plutôt d'échanger sur les pratiques que nous on a trouvées un petit peu comme ça en tâtonnant. On est super intéressé s'il y a des personnes qui suivent le live qui ont aussi des expériences sur le sujet ou des suggestions. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Sylvain, Anaël et Alice des pionniers qui sont là pour vous répondre et pour faire remonter vos questions pour qu'on puisse y répondre aussi en live. Donc c'est participatif comme les plantations. Donc on compte sur vous et merci en tout cas d'être présent, ça fait très plaisir de vous avoir. Oui, tout à fait. Effectivement, je rajoute un petit mot, Guillaume, suite aux plantations qu'on a faites, on a aussi eu pas mal de personnes qui nous ont contactés pour savoir comment
comment faire ça de leur côté, avec des stades d'avancement qui sont parfois assez variables. Et c'est pour ça aussi qu'on a une petite expérience à ce niveau-là, d'avoir vu différents cas, différentes façons dont ça pouvait se présenter. Et c'est pour ça qu'on trouvait intéressant aujourd'hui de présenter ensemble un petit peu les différentes options qu'on peut envisager, parce qu'il n'y a pas une voie unique, mais il y a plusieurs solutions à ce niveau-là. Eh ben, impec. Écoute, on me fait signe dans l'oreillette que le problème d'écho est également résolu, donc les bonnes nouvelles s'enchaînent dans ce live, et on va pouvoir commencer à traiter le premier point. Donc, ça va être la recherche d'un terrain. Parce qu'évidemment, pas de plantation sans terrain, et on le sait pour être passé plusieurs fois par cette problématique-là, c'est souvent ce qui pose problème pour déclencher un projet de plantation. Comment trouver un terrain, comment avoir le droit de planter sur ce terrain, s'assurer qu'évidemment la plantation va être maintenue. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu toi, dans ton expérience, comment vous avez fait pour trouver le terrain et pour avoir le droit de planter. En fait, pour avoir le droit de planter, on verra ça après. D'abord, dis-nous comment est-ce que vous avez trouvé votre premier terrain. Ouais. Alors avec Boom Forest et avec le coprésident Enrico Fusto, au départ, la première plantation, on l'a vraiment réalisée dans le cadre du budget participatif de la ville de Paris, donc qui consistait à poster un projet en fait qui vient de la part des citoyens de faire quelque chose. Ce projet, c'était de créer une forêt durable et open source dans sa façon d'être plantée, de façon à ce qu'elle ne nécessite pas de trop gros investissements, d'une infrastructure trop lourde, mais que vraiment les citoyens puissent être acteurs de ce projet-là. Et donc dans le cadre de ce projet, il a fallu identifier des zones possibles. Mais est-ce qu'il faut trouver un terrain vraiment très défini? Je pense qu'il y a un petit peu de vent là, mais ça va passer. Est-ce qu'il faut trouver un endroit vraiment sûr où on veut planter, ou est-ce que ça peut être une question qui est un petit peu secondaire? Alors, tu l'as souligné, Guillaume, le terrain, c'est la question centrale, parce qu'à partir du moment où on a validé ce point, on peut vraiment se lancer, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la première qu'on va réussir le premier problème qu'on va réussir à résoudre, on va dire. Nous, dans notre cas, on avait identifié plusieurs zones qui pouvaient être des terrains potentiels à une plantation, et notamment des terrains autour du boulevard périphérique, puisqu'il y a pas mal de zones qui sont ce qu'on appelle des dents creuses, c'est-à-dire plus ou moins des friches qui sont pas utilisées, qui sont pas constructibles, et qui du coup peuvent faire l'objet d'une plantation. Et comment tu savais justement que ces zones-là elles pouvaient faire l'objet d'une plantation? Alors, ça a été très artisanal dans un premier cas, et c'est aussi ce qu'on recommande de faire. Ça a été un repérage vraiment à vélo, en utilisant aussi Google Maps au départ pour essayer de voir, ou des vues aériennes. Et ensuite, on n'avait pas vraiment de certitude, à vrai dire. On a repéré des zones sur lesquelles il n'y avait rien, qui a priori, au vu de leur conformité, devaient appartenir à la ville, mais on n'avait pas de certitude. Donc au départ, on a vraiment été assez force de proposition sur ces espaces, et puis dans un deuxième temps, on a laissé donc la ville revenir vers nous pour nous dire ici c'est possible, là c'est pas possible, là éventuellement, mais on n'a qu'un bout de terrain qui serait disponible. Donc en fait, ça fait l'objet de discussions, même à ce niveau-là. Il ne faut pas être trop figé dans la façon dont on va aborder cette problématique, mais plutôt rester assez ouvert. Parce qu'en fait, ce dont on s'est aperçu, et même sur les plantations qui ont suivi, c'est que des terrains, il y en a, des terrains disponibles, il y en a. La vraie question, c'est de savoir effectivement sous quelle modalité elles se rendent disponibles. Est-ce qu'ils sont disponibles tout de suite? Est-ce qu'il n'y a qu'un type de propriétaire? Parce que parfois, il y a un propriétaire, mais un autre gestionnaire du terrain. Ça peut être assez un millefeuille au niveau administratif. Il ne faut pas avoir trop peur de ça, je pense. Il faut d'abord essayer de repérer des endroits, parce qu'à partir du moment où on a identifié un terrain, on peut ensuite trouver des terrains qui lui ressemblent si celui-ci ne fonctionne pas. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, et c'est super intéressant parce que déjà tu donnes des pistes sur des choses qu'on peut faire dès aujourd'hui. Alors évidemment, aller repérer les terrains à vélo, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais effectivement, on peut déjà commencer par regarder autour de chez soi. Moi, je recommanderais surtout de commencer par regarder autour de chez soi.
parce que quand on aura l'occasion de pouvoir aller visiter les terrains, on va être amené à y aller assez souvent quand on a un projet de plantation. Et du coup, c'est bien de ne pas avoir à parcourir des kilomètres pour pouvoir aller sur le terrain. Donc, commencer à regarder autour de chez soi sur Google Maps, comme tu disais, Google Earth, faire un petit repérage, voir des terrains qui sont en friche, pas forcément visibles depuis la rue, parce que des fois, ils sont derrière des murs, c'est des anciennes friches industrielles, comme tu l'évoquais, ou des délaissés de voirie, effectivement, c'est des terrains souvent qui sont un peu laissés à l'abandon par les municipalités ou les collectivités. Donc, un délaissé de voirie, c'est un terrain qui a été acheté par une collectivité dans le but d'y construire une route et qui aujourd'hui ne sert pas parce que la route a été construite ailleurs ou en contrebas. Donc le terrain est libre, mais il n'est pas constructible et il appartient à la ville qui aujourd'hui n'en fait rien en général. Donc vous, ça a été la première étape, trouver un terrain qui s'est avéré ensuite par confirmation des propriétaires être utilisable pour une plantation, c'est ça? Tout à fait. Et j'ajoute un petit mot sur la typologie de ce terrain, peut-être parce que c'est une question qu'on nous pose souvent aussi. Il ne faut pas essayer forcément de trouver un terrain qui ressemble déjà, on va dire, à un jardin comme on en a l'habitude. Ça peut être un terrain qui est en pente. Et de ce fait-là, on est sûr qu'il ne sera pas constructible parce que généralement, c'est assez compliqué. Par contre, pour planter des arbres, la pente, ce n'est pas du tout un problème. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est même assez favorable parce que ça va permettre d'éviter qu'il y ait une accumulation d'eau et ça va favoriser aussi un ensoleillement sur toute la partie. Donc, c'est pas du tout un problème. Et nous, c'est aussi pour ça que les abords du boulevard périphérique nous semblaient intéressants. Et ensuite, au niveau de la taille, peut-être, c'est une question qui revient aussi souvent. Est-ce qu'on a besoin d'un grand espace ? La réponse est non. On peut commencer avec un espace qui est relativement réduit d'un point de vue par rapport à d'autres aménagements d'espaces verts. On dit généralement que la taille minimale pour planter, c'est 100 de mètres carrés. Qu'est-ce que ça fait 100 de mètres carrés pour qu'on visualise ? C'est à peu près 6 places de parking. Bon, ça c'est vraiment la taille minimale, on va dire. Mais on voit que quand on commence à avoir ces espaces en tête, qu'on commence à ouvrir l'œil, on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs espaces autour de nous, justement comme tu le disais, même dans un rayon d'1 kilomètre dans lequel on a le droit de se déplacer actuellement, qui peuvent correspondre éventuellement à cette description-là, et on commence à avoir des opportunités qui se présentent. Exactement, et du coup ça m'amène aussi sur une autre méthode que nous on a utilisée pour identifier des terrains. Donc toi tu l'as fait, je dirais, de façon... vous avez fait d'abord un repérage, vous avez trouvé un terrain et ensuite vous avez été demandé si vous pouviez planter là. Nous en fait avec les pionniers, dans les projets qu'on a fait, on a fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord demandé aux personnes qui étaient susceptibles d'avoir les autorisations, on leur a demandé est-ce qu'on peut faire un projet de plantation et si oui, à quel endroit vous pensez que c'est possible. Ce qui est intéressant là, c'est que du coup on a tout de suite l'idée, oui, c'est nous les propriétaires et voilà le terrain qu'on vous propose. On a eu de la chance nous quand on l'a fait parce que les deux fois on nous a proposé des terrains qui étaient propices et qui ont pu permettre de faire ça. Maintenant c'est vrai aussi que pour avoir fait beaucoup de rendez-vous avec des municipalités, souvent les volontés de faire les projets de plantation existent. Les communes et les municipalités sont prêtes à le soutenir, mais par contre elles n'ont pas forcément idée des terrains qui sont propices et utilisables. Donc comme tu disais Damien, je pense que ça serait intéressant de mixer les deux approches, de dire voilà, nous on a déjà fait un premier repérage des terrains dans la commune, celui-ci, celui-là, qui semble bien en termes de taille, qui semble accessible par la route, parce qu'on en parlera aussi un peu, c'est des critères qui vont être intéressants. Est-ce que c'est possible de planter là ? Et c'est vrai que des fois c'est aussi, comme tu le disais, un millefeuille un peu administratif, et on réalise qu'un seul terrain, en fait il y a 3 propriétaires, il y a l'État, la région, la commune, et du coup c'est pas forcément toujours possible parce que tu peux pas avoir les autorisations de tout le monde. Mais parfois la commune dit bah c'est nous le seul proprio, on dit en gros si c'est possible ou pas. Et là dans ce cas ça roule. Donc c'est pour ça que je pense que une autre suggestion, et ça m'amènera au point suivant, ce serait de dire contacter plusieurs personnes. Si vous allez contacter des mairies, essayez d'identifier mettons les personnes qui sont responsables, les maires adjoints à l'environnement, contactez-les, sollicitez des rendez-vous et essayez de contacter votre commune et celles qui sont autour de vous, parce que vous allez du coup avoir, à mon avis, plusieurs rendez-vous. En tout cas, nous, c'est comme ça que ça s'est passé. En général, l'écho est assez bon quand on propose ce type de projet de plantation d'arbres citoyennes, surtout en ce moment. Et du coup, au fur et à mesure, on va découvrir avec les futurs partenaires les possibilités. Certains vont pouvoir avoir une possibilité de faire une plantation dans les mois qui viennent, et d'autres, ce sera plutôt dans les années qui viennent, voire pas du tout.
Donc il faut courir plusieurs lièvres, je dirais, pour s'assurer d'en avoir un qui va pouvoir aboutir dans les temps qui viennent. Oui, tout à fait. C'est intéressant cette approche que tu décris de contacter plusieurs interlocuteurs. Et je rebondirais en disant, c'est aussi important d'être à plusieurs derrière ce projet. C'est vrai que quand on a l'opportunité de profiter d'une structure ou d'un schéma comme un budget participatif, où on a un petit peu tous ces ingrédients qui sont mélangés, c'est-à-dire le projet, les interlocuteurs qui sont a priori les bons puisqu'ils sont ouverts à ce genre de démarche, et une certaine légitimité de la part des citoyens puisque c'est eux qui vont voter. Mais peut-être qu'en amont, il n'est pas inutile de préciser que plus les citoyens qui sont derrière cette proposition, cette envie de faire une nouvelle plantation seront nombreux, et plus leurs démarches vont avoir de poids, à la fois, comme tu dis, pour contacter des personnes qui peuvent prendre la décision, des décisionnaires, tout comme des personnes qui peuvent proposer peut-être des terrains ou qui veulent se joindre aussi à ce projet et montrer qu'il correspond vraiment à une envie collective. Et ça, c'est important. Et souvent, on nous demande aussi quelle est la toute première étape. C'est peut-être pas forcément le terrain, même si le terrain est absolument critique, on va dire, et très important pour que le projet avance. Mais c'est aussi de constituer un collectif, ce qui peut être un groupe très informel, mais de personnes qui sont prêtes à porter le projet et à aller le présenter, comme tu dis, auprès de différents acteurs potentiels. Exactement, et je te rejoins tout à fait là-dessus, parce que c'est vrai que quand on n'a pas encore mené ce type de projet, on sous-estime un peu la quantité de choses qu'il faut gérer, et c'est vrai que ne serait-ce qu'avoir une équipe de personnes qui sont motivées et qui ont des talents différents et complémentaires, c'est très précieux, et je pense que, comme tu le disais, ça donne beaucoup de crédibilité au projet aussi. Ça montre que déjà, on est capable de fédérer des personnes autour d'une idée, donc ça veut dire qu'on sera potentiellement aussi capable de fédérer des bénévoles qui vont ensuite venir planter, puisque l'idée des plantations telles qu'on les conçoit, Bloom Forest et les pionniers, c'est des plantations participatives, donc ça veut dire que ça implique aussi que ce soit des bénévoles qui viennent pour nous aider à planter, en fait, qui viennent planter simplement le jour J. Donc d'où l'importance d'avoir un collectif, parce que c'est aussi une force de frappe plus importante pour communiquer et pour fédérer après une équipe, je dirais, de bénévoles derrière. Et ça, c'est des éléments qui sont aussi très importants, mais on n'abordera pas ça dans ce live-ci. En revanche, si ça vous intéresse qu'on en parle sur des choses un peu plus techniques, du genre comment constituer une communauté, justement, comme Damien l'évoquait, comment trouver des bénévoles, et puis plus précisément peut-être sur le terrain, à quoi il faut penser en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès de la route, etc., comment trouver des partenaires. Ça, c'est des choses qu'on pourra également aborder avec vous sur notre expérience. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires du chat, puis on organisera un autre live du coup sur le sujet. Si ça te va, Damien, je propose qu'on passe à la suite. Oui, bien sûr. Du coup, comment est-ce que vous avez obtenu l'autorisation de planter? Donc tu as déjà commencé à répondre un peu à la question. Est-ce qu'il y avait eu des problématiques, des choses que tu n'imaginais pas qui sont arrivées, plusieurs niveaux d'interlocuteurs, justement, comme tu commençais à l'évoquer? Alors, c'est vrai que nous, c'était assez notre cas, on va dire, du budget participatif était assez normé dans un premier temps, puisque on a été le projet a été validé avec 14 000 votes, et ensuite on a été mis en contact avec les personnes qui étaient les plus à même de mener ce projet. Qui étaient ces personnes? C'était des acteurs de la division des espaces verts de la ville, donc vraiment des gens du terrain. Qui nous ont permis de mettre en place tout ce qu'un projet de ce type-là demande en termes d'infrastructure, on va dire. Mais avant ça, il faut bien avoir en tête, avant qu'on puisse vraiment commencer à considérer les points pratiques, on a eu effectivement une période assez longue qui a duré pratiquement 2 ans de discussions auprès des administrations de la ville de Paris pour identifier le terrain, valider et s'assurer qu'il était bien conforme à une utilisation qui est associative et dans le cadre du budget participatif. Puisque c'est pas le cas de tous les projets. Tous les projets du budget participatif n'ont pas forcément besoin de terrain. Oui. Donc c'est pas quelque chose qui est systématique. Et ce délai il peut être plus ou moins long.
Donc ça peut être 1 an et demi, ça c'est vraiment, on va dire, le plus long et le cas le plus extrême, on va dire, même si, ça peut être encore un peu plus long, mais ça peut être aussi beaucoup plus court. Si dans le cadre d'une collectivité un petit peu moins étendue, on va dire, avec des services plus directs, on a déjà eu des cas, ce qu'on a failli planter justement ce printemps dans la ville d'Asnières. On a pu identifier le terrain en à peu près 4 mois. Donc ça peut être beaucoup plus rapide. Voilà, donc c'est très variable. Et dans ce cas-là, dans la ville d'Asnières, donc tu disais, comment ça s'est passé au niveau de l'autorisation à planter? Vous avez trouvé le terrain et c'était un propriétaire public encore? Oui, c'était encore un propriétaire public. En fait, ça a tout de suite fait partie des discussions de mise en place, puisque le projet avait suscité un certain engouement de la part de la mairie. Et tout de suite, la question du terrain s'est posée. OK, où est-ce qu'on plante? Ouais. Et donc, on est allé visiter avec certains élus des endroits potentiels. Donc c'était à la fois des recommandations que nous on avait faites de ce qu'on avait pu identifier et à la fois des suggestions de leur part. Et donc évidemment quand on traite en direct avec les personnes qui sont décisionnaires, ça permet d'avoir une vision plus rapide sur ces points-là. C'est intéressant parce que tu évoques les deux cas, je dirais, auxquels nous aussi on a été confrontés quand on a fait des projets avec les pionniers. Le cas où on s'adresse à une petite structure, donc une petite commune, et du coup on est vite mis en contact avec les élus qui vont pouvoir décider, donc en général le maire ou le maire adjoint. Et là, c'est idéal parce que cette personne-là, on a la possibilité de la rencontrer rapidement et elle peut tout de suite dire oui, ce projet il m'intéresse. Et à partir du moment où on trouve la personne décisionnaire et qu'elle donne son aval, là, le projet est vraiment lancé, on peut commencer à communiquer dessus, mais vraiment attention, quand on commence à rencontrer des personnes dans des structures un peu plus complexes, nous, ça a été le cas avec le département du Val-de-Marne, on va pouvoir rencontrer une première personne qui va dire oui, moi ça m'intéresse et le projet, voilà où je pense qu'il pourrait avoir lieu, mais c'est pas forcément cette personne-là qui va avoir la décision finale. Et donc je dirais que ce qui est important dans ce point-là, c'est identifier les preneurs de décision et arriver à rencontrer cette personne, ou en tout cas avoir un contact direct avec, pour s'assurer que oui, le preneur de décision, il a dit OK sur ce terrain et que tout le monde est en contact. À ce moment-là, si on a le OK, on peut commencer à dire on va signer un accord, une convention de partenariat, quelque chose comme ça, et ça on pourrait y revenir un petit peu à la fin sur des choses qu'il faut avoir en tête. Mais je pense que c'est vraiment très important quand on commence à s'approcher de structures un peu plus grandes, évidemment pas si on est dans une commune très rurale où on connaît le maire, ou en tout cas on sait qu'on peut solliciter un rendez-vous avec lui rapidement. Là on a le décisionnaire final en face à face, mais je pense que c'est important quand on est surtout dans des communes de taille importante, type Paris, ou qu'on s'adresse à des collectivités plus grandes, genre les départements, les régions, d'avoir l'idée en tête qu'il va falloir, à mon avis, passer par plusieurs étapes pour que le projet soit approuvé. Tout à fait, c'est très intéressant et très important ce que tu soulignes. Ces projets de plantation citoyenne, ils peuvent susciter beaucoup d'enthousiasme, y compris de la part des pouvoirs publics ou des acteurs qui vont être impliqués, et c'est très bien. Ça veut pas dire qu'il faut oublier une certaine méthode, on va dire, et comme tu le dis, d'essayer de valider très en amont le terrain et d'avoir une validation officielle de la part des personnes qui sont responsables de ça. C'est important parce que sinon on peut être amené à avancer sur le projet et dire ok, on va le faire avec les personnes qui sont là, on a identifié un terrain, on est très content, on commence à avancer dans les étapes et en fait si on n'a pas ce point de méthode, comme tu dis, d'avoir une validation officielle auprès des personnes qui sont capables de la donner, ça met en péril le projet par la suite. Donc, comme tu le dis, bien identifier les personnes décisionnaires, c'est important et ça permet d'avancer de façon bien méthodique. Exactement, et puis pas se rendre compte, en fait, quand on a passé des heures et des jours sur le projet, que finalement il n'est pas possible parce que la personne qui décide, finalement, on ne souhaite pas que ça se fasse. Tout à fait, et ça peut arriver. Parce que les tractations sur des terrains, même parfois quand ils ne sont pas constructibles, peuvent être assez complexes. Il peut y avoir tout un tas d'autorisations, de restrictions, de contre-indications qu'il faut prendre en compte. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, loin de là, mais il ne faut pas sous-estimer non plus cet aspect. Tu as raison de le souligner. Je voulais revenir aussi sur un autre point que tu as évoqué, et du coup faire le pont avec notre troisième point, la recherche de financement. C'est vrai que planter, ça coûte cher,
On est des associations, en tout cas, Bloom Forest et les pionniers à but non lucratif. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de fonds, c'est ceux de nos donateurs et de nous-mêmes, en fait. Sauf que les projets, ça coûte souvent plusieurs milliers d'euros, donc c'est difficile à autofinancer. Donc comment on fait pour les financer? Et tu avais commencé à évoquer un dispositif qui est de plus en plus à la mode en ce moment, c'est le budget participatif. Donc vous, c'est un dispositif que vous avez utilisé pour financer le projet justement, c'est ça? Oui, tout à fait. Le budget participatif, il est très pratique pour ça parce qu'il permet, donc comme je le disais, à la fois d'avoir un cadre un peu juridique et officiel de la part d'une ville. Il permet d'avoir une légitimité de la part de ceux qui ont voté et il permet aussi, comme son nom l'indique, d'avoir du financement. Et ça, c'est très pratique, on va dire, quand on a un projet. Alors, les modalités du budget participatif, elles peuvent varier d'une ville à l'autre parce que c'est quelque chose qui est encore assez nouveau en France et même dans le monde. Et par exemple, il va pas y avoir les mêmes modalités entre la ville de Paris et la ville de Strasbourg, et les conditions aussi d'estimation d'un projet sont pas toujours les mêmes. À Paris, on avait une estimation à faire. Qui était vraiment de l'ordre de l'indicatif qui permet en fait de donner un ordre de grandeur sur l'ampleur qu'on souhaite donner au projet. Est-ce que c'est plutôt 8 000 euros? Est-ce que c'est plutôt 80 000 euros? 800 000? C'est surtout dans cette fourchette-là. Il ne faut pas être trop stressé de ça non plus. C'est faisable. Hein. Nous, quand on l'a fait, on n'avait encore aucune expérience à ce niveau-là. Donc, ça a été une modélisation indicative. Est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur d'ailleurs sur mettons, la taille des plantations que vous avez fait et les budgets à chaque fois qui ont été engagés? Ouais. Ben, sur le premier projet justement qu'on avait envisagé pour la porte de Montreuil, on visait à peu près 450 mètres carrés et on avait budgétisé 80 000 euros. Alors en réalité, après avoir fait des études plus approfondies, d'avoir discuté avec les acteurs et les services de la ville, on a pu réduire de moitié ce budget-là. Okay. Et encore dedans, il y avait l'aménagement d'une clôture parce qu'on était très très proche des voitures et donc d'un point de vue sécurité, on a dû mettre une clôture. Ça, c'était pas forcément prévu dans le budget initial, donc on aurait pu réduire encore davantage, mais c'est un petit peu cet ordre d'idée. Donc, pour dire que le budget, il peut être revu à la hausse comme à la baisse. Bon, généralement, pas trop à la hausse non plus, mais il peut être revu avec les services une fois que le projet a été validé. Sur les projets suivants, notamment à la porte des Lilas, on a pu avoir encore, on était à peu près sur la même surface, 500 mètres carrés. Donc 500 mètres carrés, c'est 1500 arbres à peu près, 1500 plants c'est ça. Que vous avez plantés sur la surface. Exactement, parce qu'avec la méthode Miyawaki, sous nos latitudes, on plante à 3 arbres au mètre carré. Cette densité leur permet d'accélérer la pousse. Et là, le budget, comme c'était vraiment un partenariat avec la ville qui a pu, cette fois, non pas nous fournir l'argent nécessaire à créer le projet, mais directement les plans, en fait, et également le travail de la terre. Donc ça a été un investissement en nature de leur part. On a pu avoir un budget qui a été vraiment très minime par rapport à d'autres plantations. Et donc ça, c'est très intéressant aussi de voir que au-delà de la question financière pure, on peut trouver des moyens techniques pour qu'un projet voit le jour, parce que la ville de Paris et normalement les municipalités ont accès à des pépinières, à des tarifs spéciaux qui leur permettent de réduire les coûts à ce niveau-là. Donc, au niveau du financement, le budget participatif permet de résoudre cette question-là. Je sais que, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la différence entre les différents budgets participatifs. Dans certaines villes, il n'est pas nécessaire d'avoir, dès le départ, dès la soumission du projet, une estimation financière. Ça se fait parfois dans un deuxième temps. Donc là encore, c'est bien d'avoir un ordre d'idée, mais ça ne doit pas être un point bloquant. C'est ça que je veux dire. Ouais, et effectivement, c'est intéressant parce que il faut avoir en tête qu'il y a plusieurs, évidemment, sources de budget dans une plantation d'arbres. Évidemment, il y a le fait d'acheter des plants, mais il y a beaucoup de choses qui viennent aussi en parallèle, notamment sur tout ce qui est, je dirais, la partie logistique, le déplacement des outils, le déplacement des plants, le travail de la terre, comme tu l'évoquais. Et tout ça, c'est autant d'éléments qui peuvent être parfois financés en direct par les partenaires. Donc tu évoquais par exemple les pépinières de la mairie de Paris, c'est très intéressant effectivement, parce que eux ils peuvent du coup fournir les plans sans avoir à donner du budget pour que vous les achetiez à côté.
Ça permet de réduire l'enveloppe. Nous, on a eu, par exemple, avec le département du Val-de-Marne, qui est notre partenaire sur le projet d'Ivry, qui devait avoir lieu en mars, qui a été repoussé. On avait avec eux une convention de partenariat qui stipulait qu'ils fournissaient aussi toute la machinerie pour retourner la terre et livrer les matériaux d'amendement type le compost, le paillis, etc. Donc ça, c'est énormément de frais que nous, on n'a pas eu à engager et qui, du coup, sont venus diminuer le besoin de financement. Cela dit, donc, ce qu'on recommande, c'est évidemment de budgéter et de faire un plan de financement aussi précis que possible sur ce dont vous allez avoir besoin. Et après, avec vos partenaires ou votre partenaire, identifier ce qui peut faire l'objet, je dirais, d'un apport en termes de services, en termes de matériel, en termes de logistique. Parfois, les municipalités, elles peuvent fournir les outils, elles peuvent fournir des camions pour aller chercher du matériel à droite à gauche. Donc, c'est autant de choses qui vont venir aussi diminuer l'enveloppe et qu'il faut avoir en tête. Mais il y a quand même une partie, je dirais, de sous dont on a besoin, d'argent, et comment on les trouve. Est-ce que vous avez eu besoin de faire d'autres sources de financement, d'aller chercher des sous ailleurs ou pas, du coup, dans vos projets, Damien? Alors, ouais, c'est très intéressant comme question. Nous, du fait justement de notre impulsion première et puis de notre statut de partenaire avec la ville de Paris, on a eu très peu de frais à ce niveau-là. On a eu des frais qui sont liés plutôt à la tenue de l'association et qui ont pu être récoltés par le biais de dons. Mais on n'a pas eu de campagne de financement participatif, par exemple, à réaliser pour créer la plantation elle-même. Ça a pu être complètement couvert par le système du budget participatif. Super. Et du coup, là, c'était un bon cas de figure, mais c'est vrai qu'il y a autant de cas de figure finalement que de projets de plantation. Et je vois par exemple un des plus connus en France, Projet Silva, qui lui finance 100% de ses plantations par du crowdfunding, il me semble. Je n'ai pas le détail de son plan de financement, mais je crois que c'est intégralement financé comme ça. Lui, il passe par des partenaires privés pour les terrains et il finance après uniquement par les dons particuliers. Et on peut avoir une approche mixée aussi, c'est un peu ce que nous on a choisi avec les pionniers, où on va avoir plusieurs sources de financement. Et je dirais que je recommande ça, à moins que vous ayez la possibilité de faire financer 100% par une source, comme c'était le cas par exemple de Boom Forest pour le projet que tu évoquais, Damien. Mais quand c'est pas le cas, c'est bien de répartir la charge sur plusieurs sources de financement, déjà parce que ça donne de la crédibilité aux partenaires qu'on sollicite pour le financement. Et ensuite parce que ça permet de pas demander trop à chacun. Donc nous, par exemple, on avait eu l'occasion de faire justement une campagne de crowdfunding pour nos 2 projets de plantation. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, les personnes qui souhaitent contribuer au projet, voilà à peu près combien ça coûte de planter un arbre. On avait divisé le coût du projet par le nombre de plants qu'on souhaitait faire. Comme ça permettait aux gens de matérialiser dans leur tête, de dire, voilà, si je donne tant, ça permettait de planter tant d'arbres finalement, même si c'est juste un ordre d'idée au final. C'est très intéressant, je pense, et si vous ne savez pas faire de crowdfunding, c'est pas forcément quelque chose qui s'improvise, formez-vous sur le sujet. Là, Damien, je te laisserai en reparler, parce que je sais que c'est ton domaine d'expertise, pour donner peut-être quelques ressources aux gens qui nous regardent, qui seraient intéressés à savoir comment est-ce qu'on peut mener une campagne de crowdfunding, en tout cas apprendre à le faire. Mais pour poursuivre d'évoquer les 2 autres sources de financement qu'on avait, donc d'abord le crowdfunding que j'ai cité, les subventions. Il y a beaucoup de subventions en France sur des projets tels que les plantations d'arbres citoyennes. Il faut se renseigner. Il y a énormément de sources qu'on pourrait citer et j'ai des documents qui regroupent que je pourrais partager avec les personnes qui regardent le live. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire aussi dans le chat et on les rendra disponibles sur la page des pionniers après. Mais déjà, rendez-vous sur le site de la Fondation de France. Vous avez beaucoup en fait de fondations qui sont répertoriées sur ce site-là. Donc la Fondation de France répertorie les bourses et les subventions auxquelles vous pouvez prétendre avec un projet de type environnement. Et donc là, après, il faut déposer des dossiers, où on écrit au maximum le projet et après on est subventionné. Nous, par exemple, on a eu la chance d'être soutenu par la Fondation pour la Nature et l'Homme, donc Fondation Nicolas Hulot, qui nous a soutenus pour 2 projets consécutifs. Donc le dernier qu'on a fait à Chenevière et celui qu'on est censé faire prochainement à Ivry, parce qu'ils ont un dispositif justement qui s'appelle Génération Climat, auquel on peut participer quand on a un projet et qu'on est engagé pour le climat. Donc il y a beaucoup de choses comme ça, il faut se renseigner. Et le dernier point que je voulais évoquer, avant de te laisser expliquer un petit peu, le dernier point que nous, on a levé pour le financement, c'est travailler en direct avec le partenaire avec lequel on était engagé. Donc par exemple, nous, c'était avec la commune
quand on travaillait avec la commune, en fait, on leur a vendu finalement en quelque sorte la prestation de plantation d'arbres, de sorte à ce que eux, ils puissent débloquer aussi un budget de leur côté pour faire cet événement. Parce que ça a un intérêt pour les communes, évidemment, de faire une plantation d'arbres. Ça vient augmenter leur capital vert, ça apporte évidemment beaucoup de choses en termes de qualité de vie, on pourra en reparler, d'avoir une plantation d'arbres citoyenne. Et puis souvent, les communes qui ont, je dirais, une branche développement durable, elles ont aussi un budget lié aux événements en rapport avec le développement durable. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez solliciter. En tout cas, ça vaut la peine de demander et de dire, voilà, combien vous êtes prêt à mettre pour ce projet. Et après, on fait une convention de prestation de service. C'est des choses que vous pouvez faire avec une structure associative, où en fin de compte, ça fonctionne comme sur un mode d'entreprise, où vous facturez en tant que prestataire à un client qui, là, en l'occurrence, sera votre partenaire, la collectivité. Donc, c'est vraiment des sources de financement. Celles que nous, on a en tout cas identifiées, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais qui permettent de mener à bien des projets, en tout cas, puisque c'est celles qu'on a utilisées. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu soulignes et la façon d'avoir un financement qui peut être hybride, c'est un très bon point et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on mène des projets de ce type-là, y compris en crowdfunding. Alors effectivement, le cas de Projet Sylva est un peu particulier parce qu'ils ont financé à 100% en financement participatif. Coucou Yann, je vois qu'il nous regarde. Et mais généralement, le crowdfunding lui-même vient plutôt en complément d'une autre façon de se financer. Et ce complément, ça peut être des subventions, comme tu l'indiques, ça peut être une participation, des donations en préalable. Ça peut même être un point qu'on peut aborder là aussi, des entreprises qui souhaitent s'engager. Alors, il faut bien entendu être toujours vigilant de ce pourquoi ces entreprises veulent s'impliquer, mais il y en a qui peuvent avoir une démarche qui, d'un point de vue privé, qui est assez fort à ce niveau-là. Et nous, actuellement, l'association, pour les prochaines plantations, on va avoir du budget grâce à certaines entreprises qui ont décidé justement de s'engager, mais on n'est pas du tout dans une démarche de sponsoring, mais vraiment plutôt de mécénat. Dans ce cas-là, ça peut être... je pense qu'il y a un peu de vent. Ça peut être envisagé, mais comme tu le dis, en fait, généralement, l'obtention d'un financement déclenche l'obtention d'un deuxième, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un effet de levier. À partir du moment où vous avez réussi à avoir des subventions, par exemple, d'une collectivité, ça montre la légitimité du projet. Il y a des gens qui ont cru. Du coup, les gens vont être encore plus à même de vous soutenir, que ce soit dans le cadre d'un crowdfunding assez large ou dans le cadre d'autres structures, des fondations, des structures publiques et autres. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Les financements, généralement, sont complémentaires, pas du tout exclusifs. Exactement, et puis du coup, ça me permet aussi de rebondir en disant que ça, c'est des choses que vous pouvez commencer à faire dès maintenant. Si vous avez un projet en tête, vous dites ça m'intéresse, j'imagine que si vous êtes là, c'est le cas. J'ai envie d'organiser une plantation d'arbres. Pour le moment, évidemment, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas encore faire puisque vous ne pouvez pas sortir, mais déjà, dès maintenant, la recherche de financement, c'est une grosse partie du projet. C'est ce qui va lui permettre d'aboutir. Et c'est quelque chose qu'on peut faire en étant chez soi. Il suffit de regarder les subventions, les fondations auxquelles on peut postuler. Il suffit d'apprendre à faire une campagne de crowdfunding, commencer à la préparer parce que ça se commence très en amont et réfléchir un petit peu à effectivement quel mix je veux envisager en termes de différentes sources de financement. Regardez aussi comment est-ce que ça se passe pour facturer une prestation à un client si c'est aussi ce que vous souhaitez faire. Donc ça, c'est déjà des étapes préliminaires qui vont être très importantes que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, malgré le confinement. Après, un point justement aussi que je voudrais souligner sur le financement, c'est que à partir du moment où vous avez un projet, où vous avez des gens, où vous avez toutes ces étapes desquelles on a déjà pu parler, vous allez trouver a priori quand même assez facilement des moyens de couvrir les besoins financiers au moins. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu observer et avec un grand plaisir. C'est un sujet la plantation d'arbres qui préoccupe beaucoup les gens. À la fois des acteurs publics, les acteurs privés et les citoyens. Et donc, on peut trouver des solutions à partir du moment où on a un projet concret qui peut prendre forme. Si c'est juste ça qui manque, c'est toujours plus facile d'arriver à résoudre ce problème-là. Exactement. Ne soyez pas inquiets. Je pense que c'est possible de
de trouver des sous, effectivement, si le projet est là, si le projet est bien ficelé, qu'on a une équipe derrière qui est motivée. Ça m'amène à un autre point que je voulais évoquer avec toi. En fait, on arrive sur les derniers points que je voulais évoquer. La négociation avec les partenaires. Je dis ça parce que, en fait, moi, c'est quelque chose que j'avais clairement négligé sur le premier projet qu'on a fait avec les pionniers, à savoir qui a la responsabilité de quoi dans le projet. Et notamment, quand on a, par exemple, un partenaire privé ou public qui met à disposition son terrain, à quoi s'engage-t-il ? Qu'est-ce qu'il compte faire avec ce terrain qui finalement lui appartient, et surtout sur quoi il faut être vigilant quand on commence à dire voilà, on veut commencer à faire un projet, on va engager du temps, de l'argent, de l'énergie de beaucoup de personnes, on va faire une forêt, derrière comment on s'assure qu'elle va être pérenne, qui va s'occuper de l'entretenir, de l'arroser, etc. Donc comment est-ce que vous avez fait dans le cas des projets que vous avez menés avec Blue Forest là-dessus? Ouais, c'est une question très intéressante, très importante, et qui n'a d'ailleurs pas de réponse unique, mais comme tu le dis, elle demande beaucoup de vigilance. Alors, nous, quand on a commencé le premier projet, la structure même du budget participatif nous a imposé, on va dire, de créer une association pour avoir un interlocuteur juridique entre la ville et le projet, on va dire. Ça, c'est pas toujours le cas. Je sais que par exemple à Strasbourg, un projet peut pas être porté par une association, ça doit être uniquement des citoyens en collectif mais informel. Donc ça, il y a des particularités, mais déjà, voilà, avoir en tête que avoir une structure juridique, c'est pas nécessaire, mais ça permet quand même, dans la majorité des cas, déjà de cadrer un petit peu mieux les choses. Ensuite, il a fallu, comme tu le dis, bien s'assurer de qui faisait quoi, et ça peut être très différent selon que le terrain appartient à la personne qui va aussi mettre en place l'opération. Dans le cadre, par exemple, d'un projet dans un budget participatif avec un acteur public, c'est le cas. Mais si le terrain est un privé, a priori, il n'aura pas de compétences pour forcément faire les travaux de la terre ou planter des arbres. Donc ça, c'est des cas qui sont distincts. Nous, on a très vite signé une convention en fait avec la ville de Paris qui s'engageait à nous laisser la gestion du terrain pendant toute la durée de la vie de l'association, et l'association, elle, s'engageait à venir s'assurer de l'entretien. Donc en fait, c'était un échange, justement, c'était assez défini clairement dans cette convention, de dire que pour l'entretien, qui est un entretien qui doit se faire pendant 3 ans, qui est essentiellement du désherbage. Après, c'est surtout du contrôle, on va dire, mais la forêt devient autonome au bout de 3 ans. Mais c'est, voilà, en fait, la ville reste propriétaire, mais la gestion du lieu est accordée à l'association tant que l'association existe, et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un véhicule juridique à ce niveau-là qui lui permet de faire l'entretien du lieu. Et est-ce que vous avez eu besoin d'arroser la plantation ? Alors, techniquement, c'est un grand sujet à chaque fois. Sur la méthode Miyawaki, on n'a pas besoin d'arroser en cours de route. Il faut arroser juste après la plantation, ça c'est important. Nous, on n'est jamais allé arroser. Après, pendant la canicule, les services de la ville sont quand même venus en renfort, parce qu'on a connu des étés particulièrement chauds. Donc, c'est quand même important de se dire que c'est possible. C'est pas absolument nécessaire, et en principe on paille énormément la zone où on va planter, donc ça permet de garder une humidité et une température assez constante. Mais voilà, selon l'endroit où on plante, l'espacement qu'on va faire, et puis la nature du lieu, s'il est exposé vraiment de façon très forte au soleil, il faut pouvoir prévoir d'arroser. Donc avoir un point d'eau à proximité est un plus. Exactement. Et c'est vrai que nous aussi, c'est ce qu'on avait eu. On n'avait pas prévu ce cas-là quand on a signé nos premières conventions de partenariat. Et finalement, quand la canicule est arrivée et qu'on s'est dit « mais en fait, si on n'arrose pas, les plants risquent de mourir », c'était compliqué parce que organiser un arrosage, c'est pas forcément simple. Qui est-ce qui va sur place ? Est-ce qu'on a les outils ? Il faut un tuyau, il faut un accès à un point d'eau. C'est un point d'eau privé, c'est un point d'eau particulier, etc. On ne savait pas forcément. Heureusement, on est tombé sur une municipalité, la municipalité de Chenevières-sur-Marne. Vraiment merci à eux parce qu'ils ont été impeccables. Ils nous ont mis à disposition un point d'eau avec un tuyau équipé,
Et ils ont aussi mis en place des rotations pour permettre des arrosages pendant la canicule. Donc ça, on a eu de la chance parce que finalement notre partenaire était aussi engagé que nous sur le projet, et donc il avait à cœur qu'il réussisse et il a fait le nécessaire pour que ça arrive. Mais aussi parce qu'il a vu que l'association de son côté faisait beaucoup d'efforts pour que le projet se passe bien. On est venu désherber, on a évidemment mis en place tout le projet, etc. Mais après, une fois que la plantation a été réalisée, on est revenu de nombreuses fois pour désherber, pour pailler, etc. Et je permets de... Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'avoir ces points en tête et d'en parler très en amont avec votre partenaire pour qu'il ait conscience de quand même ce qu'il va avoir à faire, même si la méthode qu'on utilise, la méthode Miyawaki, a ça comme avantage, qu'elle nécessite effectivement peu d'entretien, et c'est souvent ce qui séduit les partenaires aussi. Ils savent qu'ils n'ont pas à avoir à entretenir tous les ans, pendant des années, la plantation. Mais il y a quand même des choses à faire et il faut avoir en tête qui va s'en occuper, à quelle fréquence et avec quels moyens. Parce que si on veut organiser une équipe de désherbage, comment est-ce qu'on fait pour ramener tout le monde sur place, avoir les outils, combien de temps on y passe, sur quelle journée, etc. Et c'est vrai que du coup ça m'amène à un autre point. Quand on dit négocier avec les partenaires, ça peut être aussi quand on crée une plantation d'arbres citoyenne et qu'on plante avec les citoyens, ça va être créer une communauté de citoyens qui va pouvoir aussi servir de relais localement pour s'occuper de la plantation. Je dis ça parce que l'objectif c'est que cette plantation elle appartienne à tous. En tout cas nous c'était l'idée qu'on avait en tête. Mais du coup si c'est juste l'association qui vient pour s'en occuper, eh bien, finalement les personnes locales qui vivent là se l'approprient pas forcément. Alors que c'est quand même quelque chose qui est possible de mettre en place. Donc c'est quelque chose aussi, je pense, qui est intéressant de réfléchir, de se dire comment est-ce que je peux fédérer une communauté locale avec des riverains finalement, qui vont organiser par exemple des groupes de désherbage, des groupes d'arrosage en cas de canicule, etc. Est-ce que c'est des choses que vous aviez eu en tête ou pas ? Alors, c'est des choses qu'on avait eu en tête assez rapidement parce qu'on avait pu l'observer effectivement. Cela dit, là où on a été surpris en bien, et je te rejoins complètement sur ce point, c'est de la part de l'implication des agents, notamment des services des espaces verts de la ville de Paris, qui a été très forte et qui a été cruciale. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. C'est un projet qui est une plantation citoyenne. On entend citoyen, on a l'impression des individus particuliers, mais il ne faut pas négliger non plus, bien au contraire, le partenaire avec qui, le ou les partenaires avec qui on va construire ça. Et il faut vraiment, et pour nous c'est un critère très important sur les projets qu'on est en train d'élaborer aussi, s'assurer que justement, qu'il va y avoir... Tout va bien ? Ah, je crois qu'on a eu une petite coupure internet de Damien. Je lui demande un tout petit instant, on essaye de reconnecter. Hello, je sais pas si vous m'entendez, il y a eu un petit problème de live, un problème de connexion internet, et je suis en train de reconnecter Damien au fil. Ça devrait prendre quelques instants. Je vous demande encore un petit peu de patience, désolé pour ce contretemps. Je crois que les connexions internet sont très demandées en ce moment, et du coup elles sont pas forcément très stables. Alors on appelle Damien, on voit si ça répond. Ah, Damien nous dit que son téléphone a eu un problème, problème technique. Il doit redémarrer et on va avoir normalement un retour. En attendant, je vais poursuivre un petit peu sur les éléments qu'on était en train
qu'on était en train d'évoquer avec Damien, donc qui disait effectivement que lui, il avait eu de la chance puisque une grande partie finalement de la responsabilité des éléments qu'on a évoqués, à savoir l'entretien, l'arrosage, etc., l'engagement, à ne pas détruire aussi la plantation, parce que c'est assez important quand on commence à faire une plantation, de se dire que on va planter mais que ça va durer, que ça va pas être rasé complètement. Ça, c'était des éléments qui, lui, ont été négociés dans le cadre du budget participatif directement avec la mairie de Paris. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant, qu'il faut avoir en tête. Et quand on commence à faire effectivement une convention de partenariat, parce que moi, je vous invite vraiment avec vos partenaires à mettre en place une convention de partenariat, n'hésitez pas à mettre noir sur blanc un contrat, ou en tout cas dans la convention, les responsabilités de chacun que vous aurez négocié en amont, parce que ça va vous permettre de vous éviter des mauvaises surprises. Je vais profiter également de cette interlude pour répondre aux questions qu'on a dans le chat. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question dans le chat? On a Julie, salut Julie, merci de regarder si tu es toujours là, qui demande: vous abordez là uniquement la question des terrains publics, quid des terrains privés? Alors effectivement, c'est une très bonne question. La problématique, c'est que c'est vraiment, à mon avis, deux choses qui vont être très différentes à gérer. En termes de... Parce que les particuliers sont pas forcément une population, en tout cas, à laquelle moi j'ai été habitué. Donc je pourrais pas transposer tout ce que j'ai pu voir dans le cadre de la négociation d'un terrain avec les collectivités sur une recherche de terrain avec les particuliers. Mais je sais que c'est des choses qui se font. Je sais notamment que Yann, qui nous regarde aussi, de Projet Silva, lui passe quasiment, si je me trompe pas, Yann, tu peux me corriger dans le chat, uniquement par des particuliers. Donc ça, c'est des éléments auxquels n'hésite pas à répondre toi sur ton expérience dans le chat. Comment est-ce que tu as fait pour trouver les personnes, pour obtenir avec elles l'autorisation et puis négocier aussi avec eux les différentes responsabilités dont on a parlé, parce que c'est vrai que tout ce qui finalement, tout ce qu'on a évoqué sur ce dernier point, la négociation avec les partenaires, qui va s'occuper d'entretenir la plantation, de l'arroser éventuellement, c'est d'autant plus vrai quand on a un partenaire privé qui va être sur place et qui pourra disposer du terrain comme bon lui semble. Je regarde les questions qu'on a également. On a Charlotte Grouzet qui nous demande: avez-vous allé aborder le sujet des terrains privés? Donc Charlotte, merci à toi de nous regarder. Donc comme je le disais, moi c'est un élément sur lequel j'ai pas forcément de réponse, et je crois que Damien non plus, puisqu'il a eu une expérience uniquement avec des parties prenantes publiques. Donc je pense que là, on va pas pouvoir vous apporter davantage de réponses. Et sur ta deuxième question, est-ce nécessaire d'obtenir une autorisation pour planter sur un terrain privé, par exemple à usage agricole, où la commune du lieu de plantation, même s'il est privé, doit-elle être impliquée? Alors dans la première question que tu poses, est-ce qu'il faut une autorisation pour planter sur un terrain privé? Une autorisation comme un permis de construire, mais ce serait un permis de planter du coup. C'est une bonne question que je ne saurais pas traiter. Encore une fois, s'il y a quelqu'un dans le chat qui a eu une expérience et qui a géré cette question-là avec un propriétaire privé, n'hésitez pas à en parler. Je sais que dans le cadre d'un partenaire public, évidemment, c'est eux qui décident, donc s'il y a une autorisation, c'est eux qui ont derrière géré ça en direct. Moi, en tout cas, j'ai pas été impliqué dans le processus de décision pour avoir une autorisation, ou en tout cas quelque chose qui nous permet d'être comme un permis de planter pour mener ces projets dans le cadre d'un partenariat avec un prestataire public. Mais dans le cadre d'un partenaire privé, je pense en tout cas que la situation est différente. Donc, à creuser. Encore une fois, l'objectif du live, c'était de partager notre expérience, et on n'a pas toutes les réponses. Donc, c'est super intéressant de vous poser toutes ces questions. Ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup de façons de faire différentes. Et du coup, chaque nouvelle façon de faire implique également des nouvelles questions. Alors, désolé, on n'a toujours pas de retour de Damien. Je crois qu'on a vraiment un souci de connexion de son côté. On va réessayer encore pendant quelques minutes, et puis si j'arrive pas à reconnecter, on finira le live. De toute façon, on avait abordé la plupart des points qu'on avait prévu d'aborder aujourd'hui. Je regarde si on a d'autres questions. Julie qui met il y a une minute: trouver n'est pas forcément le plus difficile, il me semble que c'est ensuite de s'assurer de la pérennité du projet. Effectivement,
C'est un point qui est super intéressant. Et au moment où je vous parle, je suis en train de reconnecter avec Damien, donc on va pouvoir avoir un retour dans quelques instants. Hello Damien, est-ce que tu nous entends de nouveau? Hello Guillaume. Moi oui, est-ce que vous m'entendez? Je suis désolé, j'ai eu un petit couac. Un petit problème de connexion, mais il n'y a pas de souci. Écoute, tout est normalement de nouveau en ligne. J'en étais à traiter les questions, du coup, qu'on avait sur le live. Oui. On a beaucoup de questions sur les terrains privés, comment ça se passe avec les propriétaires privés sur des terrains. Au niveau des autorisations, est-ce qu'il faut un permis de planter? Je disais que c'était quelque chose qu'on avait... Enfin, en tout cas, non, moi, j'avais pas pu faire l'expérience. Est-ce que toi, peut-être, tu as pu faire l'expérience de ça et tu peux apporter des réponses sur ces questions-là? Alors, clairement, c'est pas le cas le plus fréquent pour nous parce que la solution, on va dire, la plus simple, c'est quand même les acteurs publics dans le sens où ils ont toutes les autorisations, ils ont aussi les infrastructures. Après, on a eu plusieurs démarches qui ont vu le jour quand même. Alors, pas qu'on a mené directement, mais notamment, je voyais tout à l'heure Yann de Projet Silva qui lui a commencé sur un projet privé, si je ne dis pas de bêtises. Ce dont il faut s'assurer, mais c'est une chose dont il faut s'assurer aussi auprès d'acteurs publics, c'est de la durée de la convention. Je ne sais pas si c'est un point que tu as déjà abordé, Guillaume, pendant que j'étais en train de me remettre. Non, c'est justement une question qui était évoquée par Julie dans le chat qui disait à quel moment on peut s'assurer de la pérennité du projet, comment faire, ou en tout cas, elle soulignait l'importance de s'en occuper. Ouais, alors une forêt, pour qu'elle atteigne quand même un stade qui soit proche d'un stade mature, même avec une méthode qui accélère beaucoup les choses comme la méthode Miyawaki, c'est minimum 20 ans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Alors attends, je vais juste me déplacer une petite minute pour rebrancher mon téléphone parce que j'ai peur qu'on ait le même souci. Et c'est quelque chose... Ouais, pardon pour les zooms pas très flatteurs. Donc, je disais, il faut... il faut s'assurer que le projet, il ait quand même vocation à une année minimum. Si un acteur privé donc veut s'engager, mais que pour une raison ou pour une autre, ils vous disent que c'est pas, qu'il peut pas s'engager sur le temps, ça risque de poser un problème parce qu'effectivement, c'est un projet qui est du long terme et il faut bien que ce soit compris à ce niveau-là. Et même 20 ans, c'est vraiment un minimum pour une plantation d'une forêt qui a pour but de recréer un écosystème qui soit durable et pérenne. Exactement, et ça, c'est pas forcément évident d'avoir ces garanties-là au moment où on fait évidemment le partenariat avec les propriétaires du terrain, parce que si on est dans le cadre d'un partenariat avec un acteur public, on est aussi sujet au changement évidemment d'équipes municipales par exemple, qui vont peut-être pouvoir décider dans 5 ans, dans 4 ans que le terrain qu'on a utilisé pour planter eh bien, finalement va servir à autre chose. Ça on peut pas forcément, on n'est pas forcément maître sur le sujet. C'est des choses qu'il faut évoquer évidemment en amont avec les partenaires, et plus on peut obtenir de leur part un engagement, plus c'est efficace. Mais voilà, il y a une partie malheureusement de cette décision-là qui nous échappe. De la même manière, hein, dans le cadre d'un propriétaire privé, j'imagine que on peut obtenir de sa part un engagement par écrit qui va conserver la plantation, le terrain pendant au moins une vingtaine d'années, voire davantage, puisqu'évidemment c'est intéressant de conserver cette forêt-là de façon perpétuelle. Mais c'est toujours le problème, sur des terrains, on a beaucoup de contraintes et un accord négocier sur une durée de temps si longue, est-ce qu'il est maintenable ou pas, comment faire pour le maintenir, ça c'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément de recul. Donc très intéressant de voir comment est-ce qu'on peut maintenir sur le sujet. Et on a perdu de nouveau Damien, c'est vraiment compliqué en termes de connexion cette fin de live. J'essaye de le reconnecter encore une fois, si ça peut fonctionner, sinon on conclura sur cet élément-là. Je demande encore une toute petite patience.
Et je vois que Yann a répondu dans le chat, merci à toi, en évoquant l'obligation réelle environnementale, publique ou privée. Ça, c'est quelque chose que je connais pas. Écoute, merci pour l'info, je vais regarder. Carrément, je vous invite à faire une recherche sur le sujet, parce que ça a l'air d'être un point intéressant. Yann, donc pour ceux qui connaissent pas, qui est à l'initiative du projet Silva, probablement la plantation, l'action de reforestation de plus grande envergure qu'il y a eu en France, et franchement bravo à lui. Félicitations à son projet, parce que c'est hyper impressionnant, surtout compte tenu des conditions dans lesquelles tu les as fait, 100% crowdfunding, et tu en es déjà à la 2e, il me semble. Donc vraiment félicitations, au plaisir peut-être de pouvoir discuter avec toi sur un futur live comme celui-là, sur la façon que tu as utilisé. Tu précises donc que l'obligation réelle environnementale permet de pérenniser le terrain sur 99 ans. Bah écoute, voilà, super. Je pense que c'est la réponse qu'on cherchait sur cette question, comment faire en sorte de maintenir le terrain en statu quo pour préserver la plantation, donc l'obligation réelle environnementale. Merci pour la précision. Charlotte qui nous dit, avez-vous des livres ou publications à conseiller pour mieux connaître la méthode Miyawaki? Alors oui, tout à fait, c'est pas évident de trouver des livres qui parlent de la méthode Miyawaki, parce que Miyawaki lui-même a pas vraiment écrit de livres sur la méthode, et ses écrits sont pour la plupart en japonais ou en anglais, donc il faut pouvoir lire l'une de ces deux langues. Mais on a Julie de Saint-Blanca qui est également sur le live, et son association État Sauvage, qui a créé un super document qui compile justement beaucoup d'informations sur la méthode Miyawaki, en fonction des retours qu'elle a eu des différents porteurs de projets autour de cette méthode. Donc je dirais qu'aujourd'hui c'est un des documents que j'ai vu qui compile le mieux les informations sur cette méthode. Julie, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver ton document, si tu peux le mettre dans le chat pour les personnes que ça intéresse, ou alors vous pouvez vous rendre sur le site de l'association État Sauvage, je pense que il est téléchargeable directement dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Merci Julie pour le lien, pour ceux qui sont intéressés. Et si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir conclure le live ici, parce que malheureusement on a un problème technique du côté de Damien, et je pense qu'on ne pourra pas le mettre en ligne de nouveau. Désolé pour le contretemps, mais au moins on aura pu avoir un bon échange avec lui pendant 50 minutes avant d'avoir des problématiques. Donc si j'attends encore quelques minutes, histoire de voir si vous avez des questions à nous poser, et si Damien peut se reconnecter pour faire un coucou et dire au revoir et traiter éventuellement les dernières questions. Sinon, on conclura ça. On va pouvoir avoir Damien qui va se reconnecter. Hello Damien, de nouveau. Est-ce que tu nous entends? Au moins en audio. Ouais, sinon je vais... Là, vous m'entendez? Écoute, moi je t'entends. Je pense qu'on t'entend aussi dans le... Dis-moi quelque chose. 1, 2, 1, 2. Oui, normalement on t'entend, on a au moins l'audio. L'audio, on n'a plus la vidéo, mais on a l'audio. Écoute, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce qu'on avait évoqué? J'étais en train de parler de la ressource qui a été compilée par Julie sur la méthode Miyawaki, en disant que voilà, il n'y avait pas beaucoup de documentation qui existait, qui compilait les informations sur la méthode. Il n'y a pas de méthode en elle-même qui a été créée par Miyawaki, mais on a des documents comme justement celui réalisé par Julie sur le sujet, qu'elle a mis d'ailleurs dans le chat pour ceux que ça intéresse, pour le télécharger, qui permettent d'avoir un max d'infos sur la méthode. Est-ce qu'il y en a d'autres que toi tu veux recommander? Alors, des livres qui soient vraiment des méthodes pratiques, il n'en existe pas encore. Il y a des livres qui ont été écrits par le professeur Miyawaki, qu'on est en train de traduire avec des membres de Boom Forest. Donc ça, c'est en cours, mais ça viendra pas tout de suite.
Il y a pour les ressources en anglais, pour ceux qui sont à l'aise avec cette langue, il y a quelques petites infos sur la fondation Morino. C'est une fondation japonaise, Morino, M-O-R-I-N-O, où vous pouvez trouver des petits schémas explicatifs. On a perdu Damien définitivement, je crois. Bon, désolé pour ces complications en termes de connexion. C'est un peu les aléas du direct. On essaiera d'améliorer un petit peu ces éléments-là pour le prochain live. Mais on va conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était vraiment très chouette de vous avoir. On a eu pas mal de participation. Du coup, si vous souhaitez qu'on fasse un autre live sur un autre sujet, comme par exemple peut-être justement pour parler davantage de la méthode Miyawaki telle que nous on l'a connue ou appliquée, parce qu'évidemment il y a pas d'éléments qui fassent force de loi, je dirais, sur le sujet. Donc chacun a un peu dû composer avec les éléments qu'il a trouvés, et c'est aussi notre cas. Donc même les informations que nous on a et qu'on a pu partager sur le sujet sont pas forcément celles que le professeur Miyawaki avait en tête quand il a créé la méthode, mais c'est justement ça aussi l'intérêt, échanger sur les différentes pratiques sur le sujet. Donc si ça vous intéresse qu'on en parle, qu'on refasse un live sur ce sujet, n'hésitez pas à nous en parler, postez les suggestions d'autres thèmes qui peuvent vous intéresser sur la page des pionniers. Est-ce que Damien, tu veux rajouter un mot, puisque je crois que l'audio est de nouveau reconnecté. J'étais en train de remercier nos spectateurs d'avoir été présents et de dire que s'ils souhaitaient, ils pouvaient partager des informations, enfin des suggestions pour un futur live. Ouais, bien sûr, je suis navré vraiment pour ces difficultés techniques qui sont c'est pas idéal ici. C'est les aléas du direct. Ce genre de choses. Voilà, c'est une première aussi. Non, merci effectivement d'être là et d'avoir posé les questions. Il y a évidemment plein de sujets qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, notamment quels sont les différents points de financement, qu'est-ce que c'est que la méthode Miyawaki au juste, en quoi ça consiste, quels sont les points d'étape pour ça. Et comme tu le disais, Guillaume, ça peut faire l'objet de développement ultérieur. L'idée, c'était quand même là d'avoir une première mise en bouche pour commencer déjà la démarche même de la plantation citoyenne. Nous, on a des petits documents, on est en train de travailler avec des volontaires aussi Boom Forest pour faire une synthèse sur la méthode d'une page, quelque chose de très très simple, qu'on va pouvoir diffuser très bientôt à tous ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à l'indiquer. Et également une petite fiche récapitulative sur par où commencer jusqu'à la plantation. Après, voilà, sur la question de la méthode Miyawaki, il y a beaucoup de choses à dire, à discuter, et je pense que ça fera l'objet de prochaines interventions. Exactement. Écoute, merci beaucoup à toi, Damien, d'avoir été là malgré les conditions un peu difficiles pour toi sur la fin. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, et on a pu avoir pas mal de bonnes infos, je pense, comme tu le disais, pour ceux qui souhaiteraient lancer leur projet de plantation d'arbres citoyennes. N'hésitez plus, vous pouvez commencer dès maintenant. On a parlé de pas mal d'éléments que vous pouvez mettre en place depuis chez vous en confinement. Donc on a besoin de toutes les forces possibles sur ces projets-là. Plantons un maximum d'arbres, parce qu'aujourd'hui c'est une des seules méthodes qu'on a pour réduire la quantité de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère et lutter contre le changement climatique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des projets de plantation d'arbres citoyennes, en avant. Plus on est nombreux, mieux c'est. Merci à toi, Guillaume. Merci aux pionniers aussi d'avoir organisé tout ça. Et merci à vous. Eh bien, c'était un grand plaisir. À bientôt et au revoir à tous.